Bien, bonsoir à toutes et à tous. Au nom de Bearing Point, je suis ravie de vous accueillir pour la 6e édition de l'IoT Business Hub. Merci à toutes et à tous d'avoir bravé les grèves, le froid, la nuit pour être présents pour cette 6e édition. On est ravis de l'organiser. C'est vrai que 6 ans, c'est plus qu'un quinquennat. Et donc, cette longévité voilà, est un élément de fierté également. Ça nous permet d'avoir, depuis 6 ans, un écosystème, vous l'avez vu dans la vidéo, de 1400 professionnels qui ont rejoint le think tank de l'IoT Business Hub. Et aujourd'hui, donc, c'est le think tank de référence sur ces problématiques. Et ça nous rend très fiers chez Bearing Point parce que ça rassemble à la fois des grandes entreprises, des startups, des collectivités locales, les acteurs des territoires, on va en reparler ce soir, l'ensemble des professionnels autour des solutions de l'IoT. Autre élément de fierté, c'est le travail qui a été accompli cette année encore, et je tiens à les en remercier avec le jury qui nous a aidés à analyser, screener les dossiers candidats que l'on va vous partager ce soir. Je voudrais également remercier les équipes Bearing Point qui œuvrent depuis 6 ans sur l'ensemble des sujets. C'est un immense travail et elles le font avec voilà, l'énergie qui les caractérise et l'engagement. Et c'est vraiment admirable. Et puis remercier également ce soir nos partenaires Infranum et Emson pour leur contribution. Vous allez découvrir au cours de la table ronde les échanges et l'éclairage qui est également le leur en écho aux problématiques et aux projets de transformation digitaux à l'échelle que l'on voit de plus en plus dans les territoires. Et c'est une chance d'en parler ce soir. Pour ceux qui étaient présents l'année dernière, on avait placé l'édition sous le signe du sport et tech, année olympique oblige. Cette année, notre choix, ça a été les territoires connectés. Il nous semblait important de mettre en valeur des initiatives qui sont prises par les acteurs à l'échelle et qui permettent de lier transition numérique, transition environnementale et lien social. Et dans les projets que vous allez découvrir ce soir, il y a bien ce triptyque qui est absolument fabuleux et qui, pour nous, consultants en transformation et en accompagnement de ces transformations, était également un très beau gage de fierté de voir toutes ces évolutions qui se font jour. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.
Très beau débat et j'aurai le plaisir de vous retrouver également au cours du cocktail plus tard. Mais pour l'instant, place aux échanges, aux discussions et je laisse donc la parole à mes collègues pour vous présenter les résultats. Très bonne soirée à tous. Vous avez 2 places. Bonsoir à tous et bienvenue à cette 6e édition de l'IoT Business Hub. 3 temps ce soir. Nous allons commencer par notre traditionnel keynote et cette année, donc, le thème que nous avons décidé d'aborder, ce sont les territoires connectés et durables. Et donc, ce sont les résultats d'une étude qu'on a menée depuis la rentrée et on a analysé, on va dire, 200 projets menés dans les collectivités et on va vous en faire une petite restitution et puis il y aura une étude beaucoup plus complète qu'on pourra partager avec ceux qui le souhaitent un peu plus tard. Un deuxième temps avec une table ronde et je remercie chaleureusement Philippe Legrand, président d'Infranum, et puis Benoît Vedel, Managing Director d'Emsun France, table ronde qui sera animée par Wassim. Et puis un troisième temps, évidemment, la remise des trophées dont vous avez désormais l'habitude. 60 dossiers reçus cette année, 14 nominés et seulement quelques lauréats. Et on est ravis de les récompenser ce soir. Évidemment, ce n'est pas sur la planche, mais comme Axel le disait, un petit cocktail pour fêter tout ça après. Pour démarrer la restitution, je te laisse la parole, Clément, pour démarrer cela. Merci Sylvain, bonsoir à tous. Je suis Clément Julien, je fais partie de l'équipe secteur public. Et comme propos introductif, je vais vous parler du rôle des collectivités dans les projets IoT. En termes de changements que l'on voit ces dernières années, on a très clairement 2 game changers et un levier qui a accéléré la propagation et l'utilisation des projets IoT qui sont devenus de véritables outils pour les collectivités au profit du développement des territoires. La multiplication des crises. On ne le montre pas, mais ces crises se sont accélérées. Depuis, Axel en parlait, la crise écologique et la transition qu'elle rend nécessaire, la crise sanitaire, la crise de l'énergie et puis une crise profonde aussi, la crise de la dette. L'ensemble de ces crises a progressivement poussé les collectivités à s'organiser pour être plus résilientes. La crise sanitaire, on s'en souvient, il a fallu opérer un certain nombre de manipulations à distance. Ça a montré l'intérêt d'avoir de l'IoT pour les collectivités. La crise de l'énergie, ça a fait la une d'un certain nombre de JT, vous savez, l'arrêt des piscines, et ça a de l'impact pour les usagers. Comment est-ce qu'on arrive à continuer à avoir des services publics alors que l'énergie devient plus chère? La baisse du coût des technologies est un élément absolument essentiel. Ça a permis de diffuser au sein des collectivités à la fois les compétences, donc de maîtriser mieux ces projets, mais aussi de faire baisser le niveau de coût qui était parfois difficile à prendre pour des petites collectivités. Vous allez voir qu'on a des collectivités de toute taille dans notre étude. Le dernier point me semble le point le plus intéressant, le plus à impact. Le dernier game changer, c'est qu'on n'est plus sur des projets isolés, on est sur des projets systémiques. Le propre de l'IoT pour les collectivités, c'est de ne s'adresser plus seulement en interne, par exemple faire des économies d'énergie dans les bâtiments où les fonctionnaires travaillent, mais pour tous les bâtiments municipaux, donc tous les bâtiments dans lesquels les usagers vont. Et pour travailler sur cela, il faut faire bouger les comportements. Donc l'IoT va permettre une évolution des comportements des citoyens. Alors comment est-ce qu'on peut continuer, comment est-ce qu'on peut accélérer sur les projets IoT? Au bénéfice des usagers, on voit 4 paradoxes à dépasser dans les années à venir. Les projets sont plus simples à déployer, on en a parlé à l'instant. En même temps, il faut absolument avoir de la collaboration entre les différents acteurs, alors en commençant par les collectivités, mais aussi avec les acteurs privés. Ne pas créer la complexité, ne pas enchevêtrer des projets sur un même territoire. Les initiatives se multiplient et c'est au bénéfice, encore une fois, des usagers. Pour autant, il faut être en capacité, au sein d'une collectivité, à ne pas travailler en silo, à faire travailler ensemble les différentes politiques publiques. C'est comme ça qu'on crée de la valeur pour l'usager. Alors, il y a un élément qui est évident, c'est que l'IoT est au service de la transition écologique.
mais a son propre impact carbone. Il faut savoir l'évaluer. Les batteries, les devices, l'utilisation des réseaux, l'énergie, les systèmes d'information. Il faut qu'on puisse l'évaluer aussi. Et le dernier point me tient à cœur. Axel parlait de lien social. Je pense que le dernier point, c'est la capacité aussi des projets IoT à s'adresser à tous les citoyens, à ne pas être réservé à une minorité technophile de happy few qui en ressentent le bénéfice, mais par de la conduite du changement, il faut qu'on puisse aussi engager l'ensemble des usagers et pas juste une minorité. Je te passe la parole tout de suite, Wassim, pour la suite. Donc, merci. Notre étude, elle s'inscrit dans un contexte où il y a déjà de la littérature sur le sujet. Donc on va vous en dire quelques mots. L'idée est de venir enrichir, compléter ces analyses qui ont déjà été faites sur les projets IoT au sein des territoires. Donc les analyses de référence qui ont été faites, Infranum a organisé pour la deuxième fois son observatoire des territoires connectés, avec la commission SMART qui mène des travaux tout au long de l'année. Donc ça nous donne des éléments qui permettent d'avoir de façon chiffrée une analyse de ce qui se fait en France et donc d'être en capacité d'anticiper qui va pouvoir arriver dans les prochaines années et de voir comment l'accompagner au mieux. Deuxième élément, le rapport qui a été réalisé par Valérie Nouvel en octobre 2023 et qui donne également des leviers d'accélération des projets connectés au service des territoires. On a également le CEREMA avec un angle un peu plus environnemental qui a recensé tout un ensemble de projets connectés. Donc, bien entendu, nous on essaie de s'inscrire dans cette continuité d'analyse. Le sujet qu'on a pris, l'axe qu'on a pris pour notre étude 2024, c'est de regarder quelle a été l'évolution et la maturité des collectivités locales dans l'usage de l'IoT. Et quelle a été surtout, on a toujours très à cœur de regarder un peu l'impact de ces projets, que ce ne soient pas des projets qui n'existent que pour eux-mêmes, mais quel est leur impact d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. Donc voilà, ça a été notre problématique. Et donc pour répondre à cette question, eh bien, on a procédé d'une façon que maintenant on a un peu industrialisée, c'est-à-dire que grâce à l'écosystème IoT Business Hub, on a l'accès à vous, les professionnels de l'IoT, que vous soyez représentant d'une collectivité locale, de fournisseurs. Et donc on a collecté tout un ensemble de données. C'est plus de 140 projets qu'on a recensés, qu'on a analysés autour de 6 axes. Tout d'abord, quels étaient les objectifs de ces projets? Quels ont été les choix qui ont été effectués en termes de sélection de fournisseurs? Quelles étaient les raisons de ces choix? Également, quels ont été les choix techniques, que ce soit en termes de connectivité, en termes de plateforme, avec la même question derrière sur les raisons de ces choix et les objectifs qui étaient recherchés. Et puis enfin, on a regardé et on a demandé aux porteurs de projets de nous indiquer quelle a été leur évaluation de l'impact économique des projets. Donc là, on parle de projets qui sont déployés, pas de projets qui vont arriver. On ne parle que de capteurs qui sont live, de projets qui sont effectifs. Et donc, impact environnemental et impact économique, c'était deux autres axes de notre analyse. Cet échantillon, on a fait en sorte qu'il soit suffisamment divers, qu'il ait un sens. Donc, il est divers en termes de géographie, plusieurs collectivités qui sont représentées. Bien entendu, aucun échantillon n'est parfait sur un sujet aussi complexe. Pour autant, on a essayé de s'assurer de sa diversité. Divers également en termes de densité des territoires qui ont mené ces projets ou dans lesquels ces projets ont été déployés. Donc on a, comme le disait Clément, aussi bien des métropoles que des communes de taille plus petite. Et bien entendu, on va un peu regarder quelles sont les différences entre ces territoires et comment leur approche peut être accélérée. On a également une diversité en termes de cas d'usage. Donc on les a réunis autour de 4 grandes catégories. Alors, il n'existe pas de standard, de normes qui vient vraiment décrire ce que sont les grilles de lecture de ces cas d'usage. On peut les regarder à un niveau macro, à un niveau plus micro. Le choix qu'on a fait a été de se rapprocher au maximum des recommandations qui apparaissaient dans le rapport de Valérie Nouvel, du langage qui est souvent retenu par les collectivités locales. Et donc, le regroupement qu'on a fait est celui-ci. Mobilité et gestion de l'espace public, environnement et qualité de vie, gestion des énergies et de l'éclairage public, et puis sécurité. On les détaillera un peu par la suite sur le contenu de chacun de ces gros cas d'usage. Alors, deuxième point méthodologique, et après on va vraiment passer aux résultats.
notre analyse. On a voulu regarder, comme je vous le disais, vraiment une question de dynamique, d'évolution. Alors pourquoi se poser la question de l'évolution ? Tout d'abord, quelques données qui nous indiquent qu'il y a une vraie accélération du numérique dans les territoires. Donc 2 chiffres clés, pour ne pas vous en donner trop. La Banque des territoires qui indique une croissance des dépenses numériques des collectivités. Vous voyez, près de 20% en plus entre 2022 et 2023. Et puis l'Association des maires de France qui indique également que sur 2 ans, entre 2021 et 2023, on est passé d'une pénétration des projets numériques de 65% à 75%. Et donc cette croissance de 10 points indique bien cette accélération du numérique. Nous, notre conviction, c'est que cette accélération, il y a plusieurs raisons pour qu'elle soit encore plus forte en ce qui concerne l'IoT. Alors 2, voire 4 raisons derrière ça. La première, on a donné l'exemple, il est assez naturel, je pense qu'on l'a tous vécu. Avec la crise sanitaire, il y a eu une explosion des cas d'usage autour de la qualité de l'air, autour de l'hygiène, autour également de toutes les implications du distanciel, et donc le souhait de piloter à distance des équipements, et donc de faire une maintenance qui soit plus prédictive, moins réactive, et qui puisse être réalisée sans forcément se rendre sur le point qui est concerné. Donc ça, c'est le premier élément, un élément sociétal, finalement, qui a été un accélérateur. Deuxième élément, un élément technologique, la maturité plus grande de nouveaux types de connectivité. Alors bien entendu, quand on parle d'IoT, il y a plusieurs types de connectivité. Là, l'évolution, c'est qu'on a maintenant des réseaux cellulaires qui ont des capacités, tout en capitalisant en fait sur l'infrastructure réseau 4G, c'est le cas du LTE-M, de pouvoir proposer une connectivité avec des caractéristiques qui vont être très intéressantes pour des cas d'usage qui jusque-là n'étaient pas forcément traités de la façon la plus optimale par les autres types de connectivité. Le LTE-M, pour revenir dessus, sans être pro LTE-M, a l'avantage de pouvoir proposer une bande passante un peu plus conséquente et de gérer toutes les situations de mobilité. Donc il va venir forcément répondre à des cas d'usage. Par ailleurs, troisième point, tout ce qui va tourner autour de l'évolution environnementale et notamment en termes de réglementation. Un exemple très simple, les zones à faible émission. Tout ça a été un accélérateur des mobilités douces, de l'intermodalité et donc finalement opérer ces nouveaux types de mobilité, ça demande bien souvent une géolocalisation, un suivi des actifs de modalité. Et puis enfin, et vous l'avez forcément en tête, le passage d'une société, on va dire d'une infrastructure informatique qui va être tournée vers le on-premise sur site à une logique où on passe vers le cloud avec l'intelligence artificielle comme accélérateur et puis qui permet d'analyser et donc de croiser les données de façon beaucoup plus simple et à des coûts qui ne font que décroître. Ces 4 points qu'on aborde ici nous ont fait identifier une frontière qu'on a placée de façon arbitraire, mais on pense suffisamment argumentée, à l'année 2020. Et donc vous verrez que dans notre analyse, on a voulu regarder justement quelle est la dynamique entre le avant 2020 et le à partir de 2020. C'est un parti pris, mais qui nous a permis de regarder quelques enseignements intéressants. L'étude, alors le premier, je pense, ne va pas vous surprendre, mais au-delà du message, les chiffres sont quand même très très parlants. Quand on regarde les projets IoT, on voit que bon nombre de métropoles, bon nombre de grandes communes ont déjà lancé des projets IoT, et puis on voit qu'il y a une vraie accélération à partir de 2020. Et puis on voit aussi que quand on descend sur des communes un peu plus petites, et quand on prend les communes de moins de 30 000 habitants, qui sont la très, très, très grande majorité des communes, ici on a à peu près 200 communes, et puis après on a le reste du monde, soit 36 000, on se rend compte que là, l'IoT n'existe quasiment pas. Alors, deux exemples. Le premier exemple, c'est ceux qui étaient là parmi nous l'année dernière les ont vus, c'est la métropole d'Ajaccio. Cette métropole est très active sur le sujet. Ils ont lancé des projets qu'ils nous avaient présentés, notamment sur le sujet de la qualité de l'air, on en parlait à l'occasion du Covid. Beaucoup de projets récents liés à la mobilité, pour fluidifier le trafic, des projets autour des places de parking. Et donc là, c'est un bon exemple d'une métropole qui se saisit du sujet et qui déploie des projets à l'échelle de cette métropole.
On a pris un contre-exemple parce que voilà, on voulait quand même illustrer cette petite barre ici. Et c'est un nominé, donc on est très content qu'ils aient candidaté. C'est la ville de Lambersart. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est issu d'une compétence, d'une volonté, d'une conviction d'une personne dans la commune qui se saisit du sujet. Et cette petite commune a réussi à lancer des sujets de smart building, d'éclairage public, de gestion des déchets, d'arrosage d'espaces verts. Mais ça, on voit bien, voilà, c'est un exemple assez unique. Et on passera à l'échelle ici uniquement si, probablement, et on le verra plus tard, on envisage plus de mutualisation avec ce qui est fait dans ces grandes métropoles et dans ces grandes communes. Alors, le deuxième élément qu'on a regardé, c'est quels sont les cas d'usage. Et là, c'est intéressant de voir l'évolution. Un des premiers qui a occupé les collectivités, c'est le sujet de la mobilité. Et on a vu beaucoup de sujets émerger avec de l'IoT qui a été mis dans les transports en commun, dans les bus, dans les trams. Il s'agissait d'optimiser la gestion de tout ça et puis de donner aussi de l'information, d'améliorer la qualité de l'expérience des usagers. Un deuxième cas d'usage qui, lui, est devenu extrêmement prégnant, tu en parlais, Clément, c'est le sujet de l'économie d'énergie. C'est parti beaucoup de l'éclairage public avant 2020 et on a vu beaucoup de projets, alors IoT ou pas IoT d'ailleurs, il y a eu beaucoup de projets qui consistaient simplement déjà à remplacer les ampoules par des ampoules LED, ce qui permettait déjà de faire beaucoup d'économies. Mais l'IoT a permis aussi d'accélérer ces économies. Et puis le décret tertiaire et surtout l'explosion des coûts d'énergie ont fait que les métropoles se sont emparées du sujet des bâtiments. Un bon exemple, c'est la ville de Paris, qui a aujourd'hui 1500 bâtiments équipés de systèmes de pilotage de l'énergie et communique sur 7% d'économie, 2 millions d'euros par an. Donc là, on parle vraiment de ROI économique significatif. Et on voit que ça, c'est une part importante et qui a plutôt tendance à croître par rapport à ce qu'on constatait en 2020. Et puis le dernier, c'est tout ce qui est environnement et qualité de vie. Et on voit là que c'est un élément qui augmente de façon très significative et qui occupe maintenant 40% des projets. Ça regroupe une grande diversité de cas d'usage. Ça peut être des sujets de qualité de l'eau, de qualité de l'air, de prévention des risques avec les feux de forêt, la prévention des crues. Ça peut être des sujets autour de la biodiversité. Donc il y a une très grande, des sujets très disparates. Un exemple qu'on a pris ici, en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est très touchée par les feux de forêt, 15% des forêts qui disparaissent tous les ans, des impacts importants sur la biodiversité, et qui mettent en place des solutions à base d'IoT, de vidéos, d'IA, pour détecter très tôt les départs d'incendie et faire en sorte de diminuer cet impact. Donc on vous a donné les axes, on a regardé quels étaient les choix de connectivité et comment ces choix ont évolué. On a également regardé, on reviendra dessus par la suite, quelles sont les raisons principales derrière ces choix. Et là, sans surprise, mais avec des chiffres, on a constaté effectivement que le LoRaWAN était la connectivité dominante. Et il s'explique très bien, puisque une bonne partie des projets IoT ont avant tout existé parce que le LoRa a permis d'évangéliser le marché. D'ailleurs, LoRa est une technologie française qui a été inventée par une start-up à Grenoble, la start-up Cycléo, et donc ça fait aussi qu'on peut avoir cette fierté-là. Pour autant, ce qu'on observe, c'est que par l'émergence de technologies autres, qui sont complémentaires, qui ont leurs propres caractéristiques, leurs propres zones de force, eh bien aujourd'hui, on a finalement le signal d'une plus grande maturité en termes de sélection du bon type de connectivité en fonction du bon cas d'usage. Et donc, on a finalement un shift, désolé pour l'anglicisme, mais entre les connectivités LoRa en termes de mix vers des connectivités cellulaires type NB-IoT ou LTE-M et qui vont être effectivement plus adaptées par exemple, des bandes passantes un peu plus élevées, pour le dire de façon très simple. Et à l'inverse, on va avoir d'autres technos qui vont proposer des solutions qui vont permettre d'étendre la portée. Et donc, finalement, ce que ça montre là, c'est qu'il y a une telle diversité de cas d'usage, d'autant qu'on a une augmentation du nombre de ces projets, que maintenant, les porteurs de projets sont davantage en mesure, et j'espère qu'ils le seront de plus en plus, on essaye de contribuer à cette évangélisation, de sélectionner la connectivité la plus appropriée à leur cas d'usage.
Donc ce qui a été intéressant de regarder, c'était les critères prédominants dans ces choix. Celui qui remonte en première position, c'est la portée. Et là, bien entendu, ce critère qui aurait pu être moindre lorsqu'on va parler de déploiement de projets IoT au niveau d'une entreprise, donc d'une surface réduite, eh bien, prendre davantage d'ampleur quand on parle de territoire. Le sujet est de couvrir la plus grande surface de ce territoire avec le moins grand nombre d'antennes. Il y a plusieurs implications derrière les antennes. Il y a le fait de les déployer, de les superviser, de les exploiter, de les maintenir. Et donc tout ça, c'est un investissement, c'est une montée en compétences. Et donc ce critère, assez naturellement, ressort en première position. Le second est intéressant également, et on peut faire le lien avec ce qui a été observé sur le premier, c'est la faible consommation énergétique. Donc, bien entendu, on pourrait assimiler ça à une forme de sensibilisation plus forte sur la consommation énergétique, d'autant que d'un point de vue réglementaire, il y a de plus en plus de spécifications à suivre, on va dire. L'explication qu'on y voit, c'est également le fait que cette consommation énergétique faible est finalement en fait la garantie d'une autonomie plus forte des objets. Et donc, c'est la garantie de déplacement moindre de la part des techniciens de la collectivité pour aller remplacer les batteries de ces objets et donc finalement la réduction des coûts de maintenance et d'évolution. L'exemple qu'on a choisi pour illustrer un peu ce shift vers le cellulaire, c'est la ville de Beauvais, sur un cas d'usage qui est la simplification du stationnement dans la ville de Beauvais. Comme beaucoup de collectivités, la situation rencontrée par la ville de Beauvais est une congestion de la voirie en termes de circulation et donc une recherche non optimale des places de stationnement. Avec la société Macaron, la ville de Beauvais a mis en place des capteurs qui ont permis d'indiquer en temps réel les places disponibles et donc finalement de réduire le temps de recherche de places de stationnement, mais également d'augmenter les recettes de stationnement, puisqu'il y avait finalement du non-stationnement du fait de cette recherche parfois improductive. Et donc ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'à la fois les usagers ont été, on va dire, ravis en termes de satisfaction. Ce que nous partageait la société Macaron, c'est un taux de rétention de 95% de la part des usagers de l'application. Donc un taux de rétention vraiment très élevé qui est synonyme de satisfaction. Et le deuxième point, ça a été l'augmentation des recettes de stationnement de plus de 50%. Donc voilà un cas d'usage qui a un ROI très intéressant et qui utilise donc un type de connectivité cellulaire différent. Axe suivant qu'on a regardé, le ROI économique. Donc le premier constat, c'est qu'il y a encore quelques années, si on revenait en arrière, on était souvent dans des projets qui avaient une visée, on va dire, technologique, où l'objectif était avant tout de vérifier le fonctionnement, le bon fonctionnement. Est-ce qu'on va être capable de vraiment collecter des infos à distance et avec quelle pertinence, avec quel niveau de divergence des capteurs? Est-ce que ces informations vont nous être utiles? Quelles actions elles vont pouvoir amener de la part des agents de la collectivité? Ça, c'était le monde d'avant. Maintenant, on constate, quand on demande et quand on collecte les données, que finalement, 4 projets sur 5 ont mesuré l'impact économique du projet. Et donc ça, c'est une vraie évolution, encore une fois, signe de maturité, sur le fait qu'on est sorti d'une phase un peu technophile ou solutionniste vers maintenant une recherche vraiment de gains. Et donc, le signe aussi que l'IoT est plutôt en bonne voie, puisqu'en plus, quand on regarde le payback, on est quand même sur des projets qui nécessitent un minimum d'investissement. Il y a un réseau, des objets à mettre en place, une plateforme à mettre en place, et des paybacks qui, d'après les données qu'on a collectées, sont en moyenne de l'ordre de 4 ans. Alors bien entendu, pour certaines communes, ça peut être une période trop longue. Et donc, toute la question est comment on peut améliorer ce payback ou réduire son délai. Et là, les suggestions qui remontent de la part des porteurs de projets ne vont pas vous surprendre, je pense. Bien entendu, d'abord, le fait d'avoir des subventions. Et donc là, c'est naturel d'avoir cette demande de la part des porteurs de projets. Pour autant, finalement, c'est un financement qui vient d'un endroit ou d'un autre. Mais de toute façon, il y a besoin de financer. Celui qui nous semble plus intéressant, c'est surtout celui de la mutualisation. Là, le sujet est de réduire l'investissement
au global, en enveloppe, en faisant les bons choix, en n'investissant pas sur plusieurs réseaux de façon redondante et pour des usages, on va dire, qui n'atteignent pas la taille critique. Et c'est là que, bien sûr, les métropoles ont des effets d'échelle qui leur permettent d'aller plus vite vers ces projets. Et si on veut que des communes de taille plus petite puissent s'en emparer, il va falloir travailler à des niveaux supra, que ce soit grâce aux intercommunalités, aux syndicats numériques, aux syndicats mixtes, ou à des nouveaux formats, on va dire, de financement, comme le fait par exemple la Banque des territoires aujourd'hui. Le troisième point est également intéressant, c'est celui de la montée en compétences. On a souvent tendance à penser avant tout à l'argent sur ces projets. Il y a aussi un sujet de compétences, un sujet de ressources humaines. Il faut être en capacité d'appréhender toute cette complexité technologique qui est mouvante, qui est dynamique, et de réaliser les bons choix et de le faire de façon pérenne, et donc en développant des compétences, et tout cela de la façon la plus fluide possible pour les différents agents des collectivités, pour qu'ils puissent s'y retrouver, et que finalement ce décalage d'une façon de travailler vers une autre soit la moins impactante, la moins douloureuse, mais qu'au contraire, elle soit plutôt vertueuse. Donc là, l'exemple qu'on a choisi pour illustrer ces exemples de retour sur investissement, c'est une petite commune, donc Saint-Sulpice-la-Forêt, en Bretagne, 1500 habitants, et qui a bénéficié d'un taux de subvention assez conséquent de la part de la Banque des territoires et de la métropole de Rennes. Pour cette collectivité, ce qui a été mis en place, c'est des projets qui sont assez mûrs, donc c'est la réduction de la consommation énergétique dans les bâtiments. Ça a été mis en place dans tous les bâtiments publics de Saint-Sulpice-la-Forêt, et puis avec un gain qui a été mesuré derrière, de 20 à 25% de réduction de la consommation. Et donc, qui a permis de réduire le payback, et puis ce qui permet aussi de montrer que ces subventions ont un sens. Ce n'est pas de l'argent mal utilisé, entre guillemets, puisqu'elles sont bien au service de dépenses de fonctionnement qui vont se réduire. Donc là, la Banque des territoires et Rennes Métropole a permis à Saint-Sulpice-la-Forêt d'être maintenant, c'est comme ça qu'il se qualifie, la plus petite ville intelligente de France. Alors ça, c'est notre côté journal de 13 heures. Mais on va continuer, on en a d'autres. Donc, Wassim m'a parlé de retour sur investissement, donc de l'impact économique. Moi, je vais aborder le sujet impact environnemental. Et donc là, quand on regarde les différents projets, on a aujourd'hui la moitié des porteurs de projets qui disent avoir mesuré un impact environnemental. Et on voit que ça a progressé de façon assez significative par rapport à 2020. On pourrait dire que c'est relativement bien. Alors néanmoins, quand on fait le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur la part des projets qui concernent des sujets environnementaux, on voit que c'est relativement la même chose. Et donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on lance un projet pour économiser de l'eau, oui, on communique sur les économies d'eau, mais ça va finalement pas tellement plus loin que ça, c'est déjà bien. On va prendre l'exemple de la ville de Marseille. Ils ont lancé un projet pour IoT pour mesurer l'humidité dans les sols, dans les parcs qui arrosent. Ils font des économies, ils communiquent sur 2/3 d'économies sur l'eau utilisée pour l'arrosage. Ils vont généraliser ça d'ici 2027. Et donc oui, évidemment, il y a une économie d'eau avérée et c'est communiqué. En revanche, comme on l'évoquait tout à l'heure, est-ce qu'on mesure l'impact environnemental complet dans ces communications ? En fait, pas vraiment. C'est-à-dire que oui, on économise de l'eau, mais on dépense quand même beaucoup de choses. On dépense de l'énergie, on dépense des capteurs, on dépense des réseaux, on dépense plein de choses. Et en fait, on se rend compte qu'il y a très très peu de projets qui se lancent dans des démarches d'ACV et de mesures complètes de l'impact environnemental. Alors là, j'avais promis que je continuais sur le journal de 13 heures, mais on a la petite commune près de Genève qui s'appelle Neufcelles, avec un partenaire qui s'appelle Drupal. Et donc, eux ont communiqué. Alors, c'est un projet qui est très, très sympa, qui est un projet qui consiste à mettre en place des capteurs dans des écoles pour, d'une part, inciter les enfants à bien se laver les mains, donc il y a un aspect gamification et hygiène, mais en même temps, les inciter à ne pas dépenser trop d'eau quand ils vont se laver les mains. Et donc ça permet de faire des économies, on communique sur 20% d'économies. Mais au-delà de ce projet-là, en fait, il y a une vraie analyse d'ACV qui a été faite avec une économie complète
économie pas financière, hein, je parle bien d'impact environnemental qui a été fait sur la mise en place de la solution et sur le projet. Alors voilà, encore une fois, sur ce projet-là, c'est très bien, mais voilà, on a l'impression que sur ce sujet, c'est pas une impression, hein, sur ce sujet-là, on pense qu'on est un peu au niveau de maturité d'il y a de tout début de nos éditions, il y a maintenant quelques années, sur l'impact économique, c'est encore relativement naissant. Alors pour conclure, nous on retient quand même deux constats importants. Le premier, on l'a vu, il est quand même frappant, il va s'agir de dépasser les zones très denses. Voilà. La bonne nouvelle, si on voit la bouteille à moitié pleine, c'est qu'il y a une partie significative des métropoles et des grandes villes qui se sont appropriées le sujet de l'IoT. La moins bonne, c'est que ça n'a pas du tout pénétré les territoires. Et donc là, il va s'agir de dépasser les zones denses. Et puis, il y a un deuxième constat, c'est que les cas d'usage se concentrent aujourd'hui beaucoup sur les sujets d'énergie et les sujets environnementaux. Nous, il y a un petit sujet, entre guillemets, d'inquiétude par rapport à si on se projette un petit peu sur l'avenir, c'est que les sujets d'économie d'énergie, comme on l'a dit, ils ont des paybacks relativement courts, et l'explosion du coût de l'énergie a fait que ces projets-là ont eu une économie qui naturellement a permis on va dire, l'explosion de ce type d'initiative. Sur des sujets environnementaux, quand on parle de qualité de l'air, de qualité de l'eau, de prévention des risques, c'est beaucoup plus compliqué de mesurer des impacts économiques et des paybacks très court terme. Et donc, voilà, si on se projette un petit peu sur l'avenir et sur ces cas d'usage qui arrivent vraiment, il va s'agir de trouver des solutions pour permettre à ces collectivités de s'emparer de ces sujets qui ont des impacts plus moyen long terme. Alors, nous, on voit trois sujets. Bon, il y a un sujet déjà technologique qui nous paraît intéressant, hein, comme tu le disais. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir des infrastructures cellulaires, donc de la 4G, de la 5G, adaptées à l'IoT et qui peuvent être utilisées sur des réseaux publics par les collectivités. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est-à-dire que jusque-là, et on l'a bien vu, nous, quand on a fait tous les jurys depuis des années, on avait beaucoup de projets qui arrivaient avec, voilà, on a monté notre réseau LoRa, on a monté nos infrastructures, nos antennes, et ainsi de suite. Enfin, voilà, monter un projet IoT, c'était quand même un vrai projet d'infrastructure. Là, on va petit à petit pouvoir s'appuyer sur des infrastructures existantes et des infrastructures publiques. Il y a un deuxième sujet qui va être, comme on le disait, et ça on pense que c'est absolument au cœur du sujet, c'est la mutualisation. Évidemment, ça partira probablement... c'est pas probablement, ça doit partir des métropoles et des grandes communes. Alors, on a le petit contre-exemple, c'était la ville de Lambersart qu'on a vu et qui disait qu'il allait essayer d'embarquer Lille. Bon, alors on va dire dans ce sens-là, c'est plutôt rare, mais on pense que c'est plutôt dans le sens que ça va se produire. Et puis, il y a probablement des sujets de réglementation. On l'a vu sur les bâtiments. Voilà, le décret tertiaire, évidemment, ça a un impact sur les projets, sur le déploiement de l'IoT pour faire d'économie d'énergie dans les bâtiments. Voilà, quand on pense à la prévention des risques, à la qualité de l'eau, la qualité de l'air, il est fort probable que ce sont des sujets qui peuvent aider l'accélération de ces projets IoT. On tenait vraiment à remercier tous celles qui ont contribué à la collecte de ces données et qui nous a permis de réaliser ces analyses. On va mettre à disposition les principaux enseignements. Ça, vous pourrez le télécharger juste en sortie de cet événement, donc à travers notre publication. Donc vraiment, encore une fois, un grand merci à tout l'écosystème qui nous permet d'avoir cette vue suffisamment large pour être la plus pertinente possible. Et donc deux sujets que vous retrouverez en téléchargement libre. D'abord les enseignements qu'on vous a présentés avec Sylvain, et puis également, comme on disait qu'il y avait cette transition vers de nouveaux types de connectivité et un besoin de continuer à évangéliser sur quel est le bon choix de connectivité en fonction du cas d'usage. On a fait le parti aussi de travailler un livre blanc qui est disponible donc sur comment aider dans la sélection des bons choix en termes de connectivité. Une tentative de vulgarisation documentée. J'espère que ce sera utile pour accélérer les projets territoires connectés et durables.